là où il y a cette espèce de monstre à trois têtes, barbier carré Thomas, qui choisit de prélever seulement un épisode des très ésotériques et un peu fastidieuses années d'apprentissage de Wilhelm Meister pour Mignon, et d'en faire presque, comment dire, une musique très fragile, de boîte à musique presque. À l'inverse, on sent qu'il s'autorise dans Hamlet à déverser toute la noirceur shakespearienne sans aucune forme de retenue, en fait. Et donc je pense que on pense qu'Hamlet est postérieur à Mignon, mais en fait c'est sa création seulement. Mais le processus créatif est inextricablement lié entre ces deux œuvres. Et donc je pense qu'il faut vraiment voir cette opposition entre la lumière de Mignon et la noirceur d'Hamlet. Et c'est un antagonisme qu'on retrouve encore à l'intérieur de l'œuvre, évidemment, entre les personnages d'Ophélie et d'Hamlet. On peut croire, quand on regarde l'orchestre et la partition d'Ambroise Thomas, qu'il n'aurait pas voulu choisir entre Verdi, Wagner et Berlioz. Mais en fait, c'est parce que c'est un pape. Il n'a que faire de casser des moules. Simplement, il connaît parfaitement déjà, et il prélève là où ça l'arrange en fonction de la situation pour que l'orchestre soit, l'orchestre et le chœur et le ballet, on pourra en reparler, soit intégralement au service du drame. Le ballet aussi, on peut imaginer que c'est juste le cahier des charges de la grande boutique à cette époque-là, mais en fait c'est bien plus que ça, parce qu'il faut se souvenir que la dernière œuvre d'Ambroise Thomas, 7 ans avant sa mort, c'est La Tempête. Donc c'est encore du ballet d'une part et encore du Shakespeare d'autre part. Donc ça aussi, ça doit nous éclairer sur l'importance qu'accorde Ambroise Thomas à Hamlet, à quand même l'une des dernières périodes créatrices de sa vie, des grandes périodes créatrices en tout cas. Donc voilà, le ballet ici et dans Hamlet, c'est pas du tout un divertissement pour bourgeois qui serait allé dîner pendant la première partie et qui nous rejoint pour aller regarder des danseuses, pas du tout. C'est encore une fois pour créer ce gouffre immense, fantastique et terrifiant sous la folie d'Ophélie, broyée par le pouvoir, l'abandon et l'amour. C'est évidemment un orchestre immense qui ne lésine sur aucun moyen, mais en même temps un traitement des cordes, notamment dans le récitatif, qui est encore très gluckiste. Ambroise Thomas, c'est l'admiration pour Mozart, hein, beaucoup plus que pour Beethoven. Et donc on sent dans la filiation avec Berlioz et Gluck, dans ce maniement du récitatif, un côté à la fois très marron-gris parce que shakespearien et en même temps très tranchant. C'est-à-dire que s'il y a une inspiration à laquelle Thomas ne répond pas, à mon avis, c'est le bel canto. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de formule d'accompagnement gratuite. Il n'y a jamais de simple mise en lumière de la voix comme instrument de plaisir pour le bourgeois. L'orchestre a un rôle dramatique intégral, c'est-à-dire que chaque ponctuation, chaque récitatif correspond à un point ou une virgule dans le texte, ou un point d'exclamation, ou un sous-texte, ou un personnage qui apparaît. C'est le premier saxophone dans l'opéra quand même. Immense solo de saxophone, qu'il faut mettre en regard avec l'immense solo de trombone qu'on a eu avant, au prélude du deuxième tableau du premier acte, et l'immense solo de cor qu'on a eu avant, au prélude du premier tableau du premier acte. Donc le solo de cor, qui est l'instrument qu'on connaît, noble, chaud, rassurant, qui est sans doute le personnage d'Hamlet, se transforme en trombone, qui est déjà un peu plus religieux, un peu plus austère, et va finir tourner en comédie avec le saxophone. Deuxième saxophone en fausse pour l'apparition du spectre, saxophone baryton. Probablement personne ne sait ce que c'est à l'époque que le son du saxophone baryton. Ça me semble logique qu'il n'y ait plus d'appétence pour Hamlet après la Seconde Guerre, notamment parce que Péléas est passé, parce que le discours a changé, parce que Ambroise Thomas est mort et que, encore une fois, il n'y a pas cette condescendance, mais en tout cas, le personnage institutionnel, je pense, a effacé beaucoup le personnage artiste lui-même. Et malgré lui, d'ailleurs, parce que c'est dur de savoir si Ambroise Thomas s'est complu là-dedans. Ce qu'on sait, c'est qu'il a affirmé cette volonté de conserver, lui, directeur du conservatoire, de préserver
une forme de tradition. Donc évidemment, tant que le fil est ininterrompu, cet Hamlet est un objet tellement extraordinaire, tellement rare et tellement noir par rapport à un romantisme français qui est quand même relativement coloré, qui est, chez Gounod, on n'a jamais 3 heures de noirceur, c'est toujours intercalé par des pages assez bucoliques, par des pages d'amour qui viennent apaiser la catharsis générale de gens qui viennent se consoler à l'opéra. Il y a ça à aucun moment dans Hamlet. Donc c'est une œuvre qui n'a jamais disparu. Simplement, elle n'a pas encore retrouvé sa place. Peut-être justement parce que bien qu'elle réponde à tous les critères du grand opéra à la française, ce n'est pas un grand opéra à la française. C'est une expérimentation, c'est presque c'est un Pierre Soulages, quoi. C'est creuser dans le noir au-delà du noir.